Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité aujourd'hui est Philippe Herrlin, économiste. Bonjour. Bonjour. Je voulais avoir votre avis sur la dernière déclaration de notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, sur l'État qui n'est pas une pompe à fric. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Il se rend compte que l'État capte trop d'argent sur l'économie, peut-être, voilà. Ouais. Le problème de Bruno Le Maire, c'est qu'on a l'impression que c'est un peu hibernatus. C'est-à-dire qu'il a été nommé il y a 7 ans. 7 ans, oui. On le rappelle, hein. Et là, on a l'impression qu'il se réveille et il se dit, oh là, il y a trop de déficit, il y a trop de dettes, il y a trop d'impôts, il y a trop de normes, il y a trop de bureaucratie, il faut nettoyer tout ça. Mais ça fait 7 ans qu'il est là. Et il y a assez peu de ministres dans le passé, de ministres de l'économie, qui ont eu un temps aussi long. Donc il aurait pu mettre en place des groupes de travail pour justement simplifier, pour trouver des économies dans les dépenses publiques. Voilà, parce que ça prend quand même du temps, ça se fait pas du jour au lendemain. Et malheureusement, il l'a pas fait. Il se réveille trop tard. Alors il se réveille pourquoi ? Parce que les taux d'intérêt remontent et que la charge de la dette va étouffer le budget de la France. Aujourd'hui, on est à moins de 50 milliards d'euros par an, donc c'est déjà énorme. C'est un des principaux budgets avec l'éducation nationale et la défense. Ça reste à peu près gérable, mais avec la remontée des taux, on va passer à 75 milliards en 2027, bientôt. Et là, ça va représenter de l'ordre de 20% des recettes. Et le problème, c'est qu'après, il devient quasiment impossible de revenir à l'équilibre, quoi. Donc c'est une situation qui est vraiment grave. Parce que le bilan en 7 ans de Bruno Le Maire, c'est qu'il a creusé la dette comme personne. Plus de 3 000 milliards d'euros de dette, c'est inédit. On avait l'habitude d'avoir un État endetté, mais là, on atteint un seuil critique en réalité. Oui, mais on l'a fait parce que à l'époque, les taux d'intérêt étaient à 0. Oui. Quasiment. Donc, on augmente la dette, donc le chiffre augmente, on est aujourd'hui à peu près 112% du PIB, mais la charge de la dette, c'est-à-dire ce que l'État doit véritablement décaisser dans le budget, il augmentait pas, et même il diminuait. Parce que on remboursait la dette ancienne à des taux d'intérêt élevés par de la dette à taux zéro, et ce qui fait que pendant que le volume de la dette augmentait, la charge d'intérêt diminuait d'année en année. Donc ça, c'est génial pour un gouvernement, parce que on s'endette et ça coûte de moins en moins cher. Donc ça. Mais le problème, c'est que il fallait quand même se douter que les taux zéro, quand on regarde l'histoire économique, c'est quelque chose qui était jamais arrivé, et ça pouvait pas durer non plus, éternellement. On pouvait se douter que l'inflation réapparaîtrait et que pour vaincre l'inflation, les banques centrales remonteraient leur taux d'intérêt. Voilà, Bruno Le Maire, malheureusement, ne l'a pas prévu, avec beaucoup d'autres. Et maintenant, on est coincé et il est obligé de réagir rapidement. Quand il parle de ses projections de croissance, où il projetait 1,9%, je crois, ou 1,7% de croissance, alors même que la Banque de France, elle prédisait 0,9%, là, on est dans le mensonge, carrément, la manipulation, pour faire voter un budget à coût de 49,3 qui tenait sur un mensonge. Oui, parce que c'est à peu près le seul espoir de pouvoir s'en sortir sans faire de coupes sombres dans les dépenses publiques, parce que faire des coupes dans les dépenses publiques, surtout quand c'est fait de façon un peu urgente, ça fait toujours grincer des dents, ça fait mal, c'est impopulaire, ça énerve les syndicats, tout ça, ça crée des grèves, et en espérant une croissance de 2%, ça fait des rentrées fiscales qui permettre de s'en sortir sans avoir à baisser les dépenses publiques, voilà. Et sans augmenter les impôts non plus, parce que c'est un pourcentage. Donc, ça permettait de s'en tirer. Donc, c'était le domaine du rêve. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de croissance, voilà. Et non, 0,9 et encore dans le meilleur des cas. Et ça y est, il faut faire des économies. On nous a annoncé donc d'abord 10 milliards d'économies à chercher dans tous les services publics, éducation et santé en première ligne. On nous annonce cette semaine, non, ce sera 20 milliards. En plus, c'est 10 milliards pour ça, et 20 milliards en plus. Et sans doute beaucoup plus. Ça signifie quoi dans la réalité, ces économies qui vont être faites sur les services publics et sur le budget de l'État en réalité? Alors, le problème, c'est qu'on fait des économies sans faire de véritables réformes. Donc on va simplement couper des budgets. Donc ça peut pas fonctionner, quoi. Pour faire de vraies économies, il faut faire des réformes. Alors lutter contre la fraude sociale, peut-être diminuer les aides aux entreprises et en contrepartie diminuer leurs impôts. Il y a plein d'organismes publics dont on sait qu'ils servent à rien, donc on peut en fusionner certains, tout ça. Il faut faire des réformes. Mais là, c'est simplement serrer les boulons en espérant que ça va passer, quoi. Et donc ça peut pas fonctionner, quoi. Mais il y a derrière la peur de quoi, de la Commission européenne qui va taper sur la France parce qu'on n'est pas dans l'orthodoxie budgétaire, les agences de notation aussi qui vont dégrader la note de la France. Il y a plusieurs types de craintes, c'est-à-dire que la France doit quand même respecter un programme qu'elle dépose
tous les ans à Bruxelles, comme tous les États d'ailleurs. Mais comme la France est très endettée, elle promet, enfin quasiment depuis la création de l'euro, on promet qu'on va revenir à l'équilibre budgétaire et à chaque fois ça plante. Bon, là on a promis de revenir à moins de 3% de déficit du PIB en 2027. C'est mal parti. C'est encore c'est très mal parti. Et le problème, c'est que les pays du Nord, on a un peu ras-le-bol parce que si on n'est pas en faillite, c'est parce qu'on est dans l'euro. Si on était au franc français, il y a longtemps qu'on aurait fait faillite, comme n'importe quel pays émergent. Donc l'euro, c'est plutôt positif pour l'économie française. Alors positif, non, parce que ça nous endort. On aurait fait les réformes plus tôt si on était resté dans le franc, un peu comme Mitterrand dès 83, il a compris qu'il pouvait plus claquer le pognon n'importe comment, donc ça l'a obligé. Si on avait été dans l'euro à l'époque, il aurait pu attendre les législatives de 86 et peut-être même la présidentielle de 88 avant de réagir. Donc c'est pas sain non plus. Parce que c'est les pays du Nord qui payent et ils ont un peu ras-le-bol. Mais est-ce que ça veut dire que la France, là, dans quelques mois, c'est la Grèce de 2008 ? Alors ça peut... Les choses peuvent arriver rapidement. Vous parlez des agences de notation, elles vont donner elles vont remettre des notes le 26 avril et le 31 mai pour Standard & Poor's et Moody's, les plus importantes. Si la France est dégradée, on peut rentrer dans un cycle de défiance, c'est-à-dire que à peu près la moitié de la dette de la France est achetée par des non-résidents, c'est-à-dire des investisseurs étrangers, européens, Asie, États-Unis. Bon. Qui sont des banques, qui sont quoi, des banques, fonds, des fonds de pension, des fonds souverains, voilà. Parce que la dette française se vend bien, en fait, c'est un bon produit financier. Ça fait partie des bons produits et pour l'instant, enfin, la France fait partie des grandes puissances économiques et a une note relativement correcte, voilà. Mais le problème, c'est que si on commence à la perdre et qu'il y a une défiance, ça va être plus compliqué de placer cette dette, on va devoir encore augmenter les taux, et donc la charge de la dette va encore augmenter, et là on rentre dans un cercle vicieux qui peut être problématique, quoi. Voilà. Et comment on en sort? Alors il y a les économies d'un côté. Est-ce que on a entendu sur l'augmentation des impôts, pas question, mais on voit bien que d'ici la fin de l'année, il pourrait y avoir de nouveaux impôts. Quels sont les leviers qu'a le ministre de l'économie et le gouvernement pour éviter la faillite? Le problème des impôts, c'est que la France a déjà le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé des pays de l'OCDE, donc les augmenter ou comment, voilà, surtout que ça obère la croissance, le peu de croissance qu'on a. Si on augmente les impôts, ça va encore la faire baisser. Donc pour moi, il y a pas de solution là. Il faudra plutôt la baisser pour générer de la croissance. Et les dépenses publiques, faut faire des réformes, mais là, est-ce qu'on n'a pas déjà loupé le coche, quoi? Quand Macron a été réélu, c'était à ce moment-là qu'il fallait faire. C'est au moment où on est élu ou réélu qu'il faut enclencher des réformes. Bon, il a fait la réforme des retraites, c'était dans ce cadre-là, j'imagine. Oui, mais malheureusement, c'est une réforme bidon qui n'a rien apporté, quoi. Pas d'économie de ce côté-là. Non, ça a généré quasiment rien en économie. Il n'y avait rien à faire de ce côté-là. Alors que ça a mis tous les Français dans la rue, donc on voit pas l'intérêt. Le prochain chantier, c'est l'assurance chômage, clairement. Oui, voilà. Aussi, alors là, on peut éventuellement, quand on compare aux autres pays européens, on peut quand même trouver que le régime français est quand même un peu généreux, peut-être un peu trop long, et qu'on peut un peu le réduire. Et si on le réduit, ça permettra de réduire un peu les cotisations de chômage payées par les entreprises et ça baissera leurs charges. Donc ça peut aller dans le bon sens, mais si c'est que ça va rien changer. Les retraites, on a loupé une occasion. Moi, personnellement, je considère qu'on aurait dû au moins ouvrir la porte de façon optionnelle à la retraite par capitalisation. C'est-à-dire pas obligé à ce que les gens le fassent, mais que ceux qui veulent le faire puissent au moins mettre une partie de leur cotisation en capitalisation. Ça aurait permis de financer l'économie, de financer le CAC 40. Les gens disent le CAC 40 performe et fait beaucoup de bénéfices avec envie. Très bien, faites de la capitalisation, comme ça tous les retraités pourront en toucher une partie, quoi. Voilà. Et ça permettra d'améliorer les retraites. Bon, même ça, on en a même pas parlé, et même la droite, d'ailleurs, même la droite libérale, type LR, a même pas mis le sujet sur la table. Donc on a fait une fausse réforme, on a fait une réforme paramétrique, où on a un peu bougé tel ou tel truc, et puis dans 5 ans, il faudra y revenir, quoi. Voilà, une réforme pour Bruxelles, plutôt que pour l'économie française. Oui, je crois que c'est surtout en termes d'image, c'était pour donner l'image vis-à-vis de la France et vis-à-vis des investisseurs de notre dette,
de leur dire, regardez, on fait des réformes. Sérieux, ouais. Et c'est des vraies réformes. La preuve, les Français sont dans la rue. Alors que concrètement, ça n'a quasiment rien apporté en termes budgétaires. Non, mais par contre, pour les Français, ça a changé, évidemment, l'âge de départ et le temps de travail. Ça a dégradé la situation, sans qu'en face, il y ait vraiment à gagner, quoi. Donc, c'est terrible. Autre plan de Bruno Le Maire, qu'il a annoncé il y a de ça 2 semaines, il me semble, d'aller chercher de l'argent sur les comptes des Européens pour financer des projets européens. C'est quoi, là encore, cette idée ? Oui, voilà, c'est-à-dire, comme on le disait, comme au niveau des dépenses publiques, c'est un peu compliqué de les réduire, et au niveau des impôts, c'est compliqué de les augmenter, il y a un joli magot qui se présente là, qui est l'épargne des Français. Les Français épargnent beaucoup par rapport aux autres peuples occidentaux, de l'OCDE. On épargne beaucoup. Il y a plus de 3500 milliards d'épargne financière, donc c'est compte courant, livret bancaire, assurance vie, compte action, c'est beaucoup d'argent qui fait saliver Bercy, qui aimerait bien mettre la main là-dedans pour... Bruno Le Maire a dit l'argent des Européens dort au lieu de travailler. C'est faux, parce qu'il faut quand même savoir que par exemple l'argent qu'on met dans le livret A, il sert à financer une partie la dette de la France, une partie est investie dans la dette. Ça sert à financer le déficit de l'État, et une autre partie ça sert à financer le logement social. Donc c'est déjà en fait utilisé. Et ça va bientôt financer la défense. Suite à un vote des sénateurs. Le Sénat, veut que ça finance en partie la défense. Donc l'argent est déjà utilisé. Est-ce qu'il est bien utilisé ? Enfin, il est mal utilisé parce qu'il vaudrait mieux que ça finance pas la dette de l'État, que l'État soit en équilibre, et que ça finance l'économie. Bon, mais c'est comme ça. Faut pas dire que ça finance pas l'économie. Mais disons que on sent que Bruno Le Maire voudrait se servir là-dedans. Il a aussi fait une déclaration assez inquiétante à cette occasion qui n'a pas été relevée par la presse. Il a dit qu'il faudrait faire des garanties pour la titrisation des banques, c'est-à-dire quand les banques font du crédit, à un moment elles doivent arrêter pour pas avoir trop de crédit et trop d'incertitudes dans leur bilan. Et lui, faire la titrisation, c'est quoi ? C'est prendre ces crédits-là, les mettre dans un paquet financier, le vendre. On récupère du cash et on peut se remettre à faire du crédit. Qu'est-ce qui a créé la crise des subprimes ? C'est exactement les subprimes. Donc encore la crise financière de 2008, quoi. Encore une idée géniale de Bruno Le Maire. Voilà, il veut faire ça. Et en plus, les banques françaises ont déjà un effet de levier énorme de l'ordre de 5%, c'est-à-dire qu'elles ont 1 euro de cash pour 20 euros d'engagement. D'accord. Donc moi, je dis, c'est vraiment pas le moment d'augmenter encore ces effets de levier, surtout que le cours des bourses, autant le CAC 40 ça porte bien, mais les cours de bourse des banques françaises, il est très mal ou plus mal depuis 2008. Il y a beaucoup de fusions actuellement dans le secteur bancaire. On sent que les banques essaient d'être de plus en plus grosses pour se protéger. Les investisseurs français et internationaux, ils investissent pas là-dedans parce qu'ils ont pas confiance. Donc c'est vraiment pas le moment de faire de la titrisation dans les banques, qui est un secteur qui dégage des bénéfices, mais qui est fondamentalement fragile. Donc encore une super mauvaise idée de Bruno Le Maire, quoi. Voilà. Donc voilà, mais il veut puiser dans l'épargne parce que c'est de l'argent qui est disponible et l'État il voit ça. Concrètement, ça veut dire quoi ? L'État n'est peut-être pas une pompe à fric, mais il va nous faire les poches. C'est quoi le voilà, c'est-à-dire qu'il ne peut pas financer, par exemple, le Sénat qui vote pour que le livret A finance la défense. On peut pas augmenter le budget de la défense alors qu'il faut aider l'Ukraine et qu'il faut renforcer la défense. On va faire en sorte d'orienter l'épargne des Français vers l'industrie de la défense, et comme ça fait de l'argent qui arrive dans le secteur de la défense sans que l'État n'ait à le débourser lui-même. Mais j'ai envie de dire, c'est aux Français de décider. Les Français décident de leur épargne. Que l'État fasse des produits d'épargne dédiés à la défense, avec un rendement. Les Français qui choisissent investissent. Et je pense qu'il y a pas mal de Français qui seront intéressés pour le faire, mais c'est leur choix. Donc, qu'on fasse de l'épargne pour financer le programme de construction de centrales nucléaires d'EDF. Là encore, je pense qu'il y a pas mal de Français qui seraient aussi fiers d'investir là-dedans. Mais il faut qu'on fasse des produits clairs d'épargne. Et c'est aux Français de décider. C'est pas l'État qui va se servir dans cette masse d'argent, parce que ça, c'est de l'étatisation, c'est du socialisme, mais c'est pas ça, quoi. Voilà, c'est les Français qui décident de leur épargne. On en est loin, effectivement. Et en termes de chiffres de faillite d'entreprise, est-ce qu'on a les chiffres ? Est-ce qu'on sait comment se situe l'économie française ? Alors en fait, il y a eu un effondrement des faillites pendant les confinements. Parce qu'avec les PGE, tout ça, parce que l'économie a été à l'arrêt. Mais là, il y a une remontée des faillites et on revient à un niveau au niveau d'avant les confinements est même supérieur, avec une hausse très importante, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne peuvent pas faire face à leur PGE. Et ça, c'est très grave, quoi. Et on note vraiment une baisse d'activité dans la consommation à cause justement de l'inflation qui restreint le pouvoir d'achat. L'énergie aussi, donc tout ce qui est et l'énergie, voilà. Donc tout ce qui est restaurant, cinéma, tout. Enfin, le nombre de millions de places en cinéma, les fréquentations des cinémas baissent.
restaurants aussi. Et ça, c'est plein de petits commerces qui vont mal. Donc ça pèse sur l'économie. Et si on n'a pas de croissance, on n'a pas de hausse de pouvoir d'achat. Et donc on rentre dans une stagnation. En fait, on n'a pas d'entrée non plus pour ce qui est de l'État. Ouais. Voilà, en fait, le peu de croissance qu'on a, il est en fait acheté par la dette, quoi. C'est-à-dire que l'État s'endette, il file de l'argent sous forme de prestations sociales, ça soutient la consommation et l'économie tourne comme ça. Mais s'il y a plus de déficit, on serait déjà en récession. Depuis longtemps. Merci beaucoup Philippe Herlin d'avoir répondu à nos questions sur la situation économique française et les plans merveilleux de Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie. Merci à vous. Merci. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve.